ce contexte qui est tout à fait réel dans différents services. Aujourd'hui, les différents conseils des ministres, régulièrement, le président de la transition revient là-dessus d'ailleurs en disant que les résultats ne sont pas souvent au rendez-vous. Et qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait? Premier constat de l'émission Refait le Monde, c'est bien ces bisbilles, ces incompréhensions entre les différents cadres de certains ministères et même de certaines directions. Sekou Keita. Alors, c'est un constat qui est alarmant, c'est un fait et il ne faut même pas chercher à relativiser. C'est l'une des raisons du blocage même ou de dysfonctionnement au niveau de l'administration. Ça, on l'a constaté et je pense que le président lui-même, s'il ne le dit pas, je sais qu'il... De temps à autre, il le dit. Bien sûr, il est parfois irrité par rapport à... C'est un fait. Et ça m'amène même à rejoindre un peu ce que Dr Prousserbano disait la dernière fois sur nos confrères, quand il dit que parfois il faut donner la possibilité à certains commis ou par exemple aux ministres de nommer certaines personnes. Parce que les membres de son le cabinet. fait que tout le monde soit nommé par décret, vous êtes nommé par décret, votre adjoint par décret, parfois en fait chacun se dit... de toutes les façons, c'est pas à vous, je dois ma nomination, ou je n'ai de compte à rendre peut-être qu'au président. Il y a tous ces aspects-là qui font qu'aujourd'hui, il y a un sérieux problème. Et ce n'est pas seulement qu'au niveau des départements ministériels, même au niveau des différentes directions. Oui, quand vous prenez l'EGP par exemple. Bien sûr, vous avez vu le directeur de l'EGP qui est prêt à manquer du respect à son directeur devant le public. Mais bien sûr, mais c'est extraordinaire parce que tout simplement le président avait dit, je crois que c'était au mois de décembre quand il a rencontré les DG justement et leurs adjoints, il a dit que les têtes allaient tomber et qu'il allait faire un chamboulement, un remaniement en janvier. Un chambardement d'ailleurs. Et du coup, depuis ça, les adjoints, certains adjoints, je vais relativiser, se sont inscrits dans une logique de dénigrement, de front. Ils veulent tout de suite que leur directeur saute, mais bien sûr, pensant qu'ils peuvent le remplacer. Mais l'une des raisons, c'est quoi? Et malheureusement, le président, il le sait aussi, c'est que autour de lui, l'ensemble de ces cadres-là sont parrainés. Ça fait il a dénoncé. Mais oui, il a dénoncé, mais c'est maintenant, ça devient encore... ça devient très grave. Vous verrez un directeur adjoint qui est parrainé par quelqu'un qui est à la présidence. Quand son directeur lui parle, en fait, il se sent, je ne sais pas comment je vais l'expliquer, mais ça fait qu'il n'a plus de respect pour lui. Parce que, voilà, il se dit que quoi qu'il arrive, tant que je suis protégé par telle personne, je ne pourrai pas quitter. Imperméable. Et ça fait qu'on dit que le colonel a les mains lourdes. Non, c'est parce qu'il a l'entourage de gens qui fait tout pour éviter que certaines sanctions tombent. Et là, ça crée une certaine paralysie. Et ce qui est grave, c'est que les gens vont jusqu'à instrumentaliser ou créer même des réseaux de dénigrement. C'est-à-dire, dès qu'il y a un truc, on met à la place publique, on veut tout de suite que le président puisse agir pour enlever. On a appris récemment que le président a même dit que si ça ne va plus entre un directeur et son adjoint, les deux vont sauter en même temps. Mais ça n'a pas réglé le problème. Ça persiste toujours. Et ce n'est pas normal. Il y en a qui créent directement des directions parallèles ou qui créent des structures parallèles qui gèrent les affaires. Vous êtes là, vous ne pouvez même pas accéder soit aux ministres et autres, où on vous dit il faut m'envoyer des mails. C'est un sérieux problème. Ça ne marche pas du tout. L'administration est grippée. Paralysé complètement et je pense que le président lui-même il doit intervenir. Mais ça date pas de maintenant. Oui, il a dit qu'il y a des parrains, il le sait, mais il quand continue on a promis toujours, la refondation, ça devient compliqué. Oui, on a pensé que les anciennes mauvaises habitudes allaient tout de suite partir. Mais bien sûr, les affaires, même les courriers, tout de suite, vous adressez... C'est-à-dire les choses internes se retrouvent automatiement à la place publique. Dès qu'il y a un truc, on passe par les gens, on veut dénigrer, on veut créer des problèmes. De cette autre incompréhension entre le directeur général de la Poste, la Poste guinéenne à l'époque, le ministre Ousmane Gawad Diallo, ça avait chauffé. Mais bien sûr, ça avait chauffé. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ça empêche l'administration de fonctionner convenablement. Et je pense que le président, il doit intervenir pour que vraiment ce système-là est-ce que le fait que le pouvoir n'est donc pas vertical au niveau de l'administration, c'est ce qui explique des blocages, ou tout au moins vous, quelle analyse, quelle lecture vous faites régulièrement de ces incompréhensions
au niveau de certains services de l'administration guinéenne. Parfois, c'est au niveau du cabinet. Certaines réunions de cabinet se tiennent de manière très électrique. Parfois, ça se termine par des empoignades. Comment vous expliquez tout ça? Et qu'est-ce qu'il faut pour inverser la donne? Oui, c'est une question lancinante, c'est une question fondamentale. Vous savez, la réforme de l'administration, c'est quelque chose, effectivement, surtout si on parle de refondation, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que l'administration... Mais quand on a balayé tout le monde, on a fait venir de nouveaux hommes, on a vraiment pensé que la mayonnaise allait tout de suite prendre. Parce que là, on ne parlera pas de contagion. Tout le monde a été balayé là. Non, tout le monde n'a pas été balayé. Tout le monde n'a pas été balayé. Dans les postes nominatifs, oui. Quasiment tout le monde était parti. Non, oui, mais certains adjoints sont devenus directeurs. Il n'y a pas eu forcément une rupture fondamentale aussi partout dans toutes les administrations. Il n'y aura pas de recyclage. Comment? J'ai dit tel qui est annoncé, non, ça n'était pas le cas. Non, ce concept-là de recyclage, malheureusement, on n'a jamais compris réellement qu'est-ce que cela... Vous n'avez pas voulu comprendre, vous n'avez pas compris. Non, qu'est-ce que... Vous n'avez pas voulu comprendre. Chacun y a vu, oui, mais quand le chacun l'a compris, c'est quand même oui, parce que extraordinaire. Le recyclage, ce n'est pas un terme juridique, heureusement. Ça, c'est plutôt un terme qui relève des environnementalistes. Un terme chimique. Des environnementalistes. Mais plus sérieusement, je pense que comme je le disais, la réforme de l'administration. L'administration est celle qui est chargée effectivement de mettre en œuvre les politiques publiques, donc de transformer la vision des autorités en actes concrets. Donc forcément, si on veut un jour que la Guinée aille de l'avant d'un point de vue économique, il faudra forcément que cette administration soit plus efficace et plus efficiente. Maintenant, ces bisbilles et ces conflits, vous parliez de vertical. Normalement, l'administration doit être verticale. C'est une hiérarchie. C'est une hiérarchie et aussi, bien entendu, chacun a ses attributions. Maintenant, malheureusement, comme dans beaucoup d'autres domaines en Guinée, il y a ce que les textes disent et il y a la réalité des faits qui sont amenés par des décisions des personnes qui souvent mettent en avant beaucoup plus parfois leurs égos, leurs intérêts personnels aux intérêts de la structure, aux intérêts de l'ensemble. Maintenant, c'est comme vous disiez, c'est une mauvaise habitude qui ne date pas d'aujourd'hui et les mauvaises habitudes ont malheureusement la peau dure dans notre pays et on aurait pu effectivement espérer qu'il y ait un changement effectif. Maintenant, moi, Sekou disait de ne pas relativiser, mais je veux quand même relativiser parce que aujourd'hui, on va dire des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais il y a les administrations, il y a des administrations, des directions ou des ministères qui font leur travail, donc on ne dénonce pas les dysfonctionnements. Donc cela veut dire certainement aussi que, au contraire, il y a là-bas certainement des résultats, parce que ce qui fait parler, c'est ce que j'allais dire. Ce qui fait parler, ce sont les conflits qui sont médiatisés parce que il y a X ou Y raison, comme dernièrement avec le FODAC, et vu que ça concerne effectivement le directeur général les artistes suspendu par le ministre Alpha Souma. Voilà, donc l'actualité ne fait qu'évoluer. Voilà, c'est un règlement de compte. Voilà, on reviendra sur ça demain. En attendant, je vais me rabattre sur Quand je dis de ne pas relativiser, c'est aux travaux publics, on était tous là, on a vu ce qui s'est passé. On a vu, avec cette histoire d'enregistrement, on sait comment c'est arrivé. Je pense que c'est un constat. Il y en a qui dénoncent pas, c'est vrai. Comme vous parlez des travaux publics, par exemple, sur le terrain aussi, on voit que les travaux publics avancent bien. Parce que lorsqu'on parle aussi, on parle de paralysie de l'administration. Il faut que ces bisbilles-là aient des impacts sur les résultats. Maintenant, si on voit... Lui-même l'a dit. C'est lui qui le relève régulièrement. Comme qu'il le relève... à l'occasion d'un conseil de ministre, il l'a dit. Il a dit quoi à l'occasion d'un conseil? Mais il a dit que l'administration, les gens ne se parlent pas, le secrétaire général, son cabinet ou encore le chef de cabinet. Le président a dit ça dans quel conseil de ministre? Mais vous aussi, on dirait vous n'êtes pas là-bas et là. Il ne faut pas poser la question. Il a dit que le secrétaire général... Il a dit que les gens ne se comprennent pas, ils ne se parlent pas parfois entre eux là-bas. Il l'a dit. Et que directeur général et directeur général adjoint, ça a été dit, ça a été relayé.
travaillé, on a même traité il a régulièrement relevé alors certainement, moi, je n'ai pas... Voilà. Je lis régulièrement les comptes rendus des conseils des ministres. À produire des résultats qui sont vraiment à la hauteur des attentes. Oui, mais ça c'est normal. Il faut, justement, lui, il a des attentes, il donne des objectifs, il donne des décisions. Maintenant, c'est nous qui analysons dans un service. C'est aussi de son rôle, les cadres du après service quelques temps, de faire des rappels. Est-ce qu'ils peuvent produire des résultats probants, tangibles? Non. S'ils ne s'entendent pas. Comme dans un match de football, si vous ne vous comprenez pas, comment vous allez marquer un but? Exactement. Non, la question n'est pas là. Je pense que le fait qu'ils s'entendent ou pas, à la limite, nous, on s'en fout. Ce qui compte, c'est est-ce qu'ils ont des résultats. Parce que est-ce que les attributions des uns et des autres sont respectées? C'est ça la question. Maintenant, si moi, je n'aime pas la tête de X ou de Y, mais si X ou Y est directeur et me donne des instructions et que je répartis, il n'y a pas forcément de problème. D'accord, oui, allez-y. Je pense que le dysfonctionnement dont on est en train de parler, il est contenu dans la façon dont l'administration a été restructurée, j'ai envie de dire. Parce que nous sommes en période de transition. Vous l'avez dit, il y a la question du parrainage. Et la question du parrainage suppose à un moment donné qu'on soit davantage dépendant de son parrain que des textes qui régissent le fonctionnement de l'administration dans laquelle on est. Et généralement, même quand il y a conflit, ce n'est pas nécessairement les textes, les procédures qu'on invoque, mais c'est plutôt tel effort de tel autre. Voilà, ça discute entre, c'est plutôt une espèce de lobbying entre les gens. Et ça, c'est ce à quoi nous assistons. L'autre dimension, c'est dans le cadre de cette transition, mais ce n'est pas propre qu'à celle-là. Pratiquement en période de transition, certaines nominations sont politiques. C'est-à-dire, on nomme des gens, ils sont politiques, mais ils ne sont pas nécessairement compétents par rapport aux tâches qui leur sont confiées. Alors, quand vous vous retrouvez, par exemple, avec un directeur général qui est au-dessus de vous, mais techniquement, c'est son adjoint qui maîtrise les choses. Terrain politique. C'est difficile. À un moment donné, l'autorité doit découler aussi de la compétence. Oui. À un moment donné, si vous êtes foncièrement conscient que vous valez mieux que votre directeur général, lui, il est juste pour faire de l'activisme sur les réseaux sociaux, il fait juste de l'activisme via des tribunes et consorts, à un moment donné, vous vous dites que ce n'est pas évident d'obéir systématiquement à ce dernier. L'autre chose aussi, c'est, je pense qu'il y a eu, pour le moment, le greffage a du mal à prendre entre ceux qui ont été importés et ceux qui avaient été rodés dans l'administration guinéenne. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont arrivés qui n'ont aucune expérience de l'administration, même pas de l'administration guinéenne seulement. Et les gens sont arrivés un peu, je ne sais pas comment vous dire ça, ils sont auréolés de leur nouveau poste, ils sont venus de l'extérieur, il n'y a pas suffisamment d'humilité, les gens viennent, ils ont envie de coiffer tout le monde. Il se trouve que je ne parle pas là de compétences, mais je dis de maîtrise des rouages de l'administration. Ils ne le maîtrisent pas. Ils sont dans un dispositif où les autres maîtrisent les rouages de l'administration. Et puisque dans le management, ils ne font pas en sorte que ceux-ci les aident dans la subtilité à maîtriser ça au fur et à mesure, ils ont envie tout de suite de régner pour montrer que ce sont eux qui sont là. À un moment donné, l'ego humain va amener les autres à se rétracter, peut-être même à vous tendre, à vous glisser des pots de banane. Donc voilà autant de raisons qui justifient ces éléments dont nous parlons. Mais il se trouve que, environ 2 ans après le coup d'État, j'ai pas l'impression que du côté du colonel Mamadi Doumbouya et peut-être même, je ne sais pas, du Premier ministre, on a suffisamment pris conscience de cet état de fait. C'est-à-dire, parce qu'à un moment donné, il va falloir siffler la fin de la récréation et dire que oui, les conflits, il en existera toujours. Mais quand les conflits naissent, il va falloir que vous vous rabattiez sur les textes pour pouvoir les résoudre. Que ce soit que j'ai un parrain au niveau du palais, si je n'ai pas raison, il faudrait, puisque les textes prouvent que je n'ai pas raison, qu'il me soit démontré que je n'ai pas raison et que des sanctions soient édictées en conséquence.
Nous sommes victimes de la conviction du colonel Doumbouya qui stipulait qu'il n'y a pas une école pour l'expérience. Cependant, quelqu'un disait, l'expérience est cette chose merveilleuse qui nous permet de reconnaître une erreur au moment même où nous la produisons. Je suis en phase avec Boubacar Sanso Bari. Un internaute nous a envoyé ce message. Tout avant de passer donc la parole à Cheikh Sadi Boundoy. Bonsoir Dioma. En plus de tout ce qu'on critiquait hier comme mauvaise pratique, la refondation a fait naître l'insubordination, le parrainage et les enregistrements vocaux. Quand plus de 80% des régies financières est gérée par des stagiaires, le ministère de la fonction publique ne joue pas son rôle de reformateur de l'administration, seulement l'assainissement indéfini du fichier de la fonction publique. Alassane Camara nous a envoyé cette autre contribution. Oui. C'est la conséquence de la manière dont les uns et les autres ont été recrutés, parce qu'on le disait dans cette même émission, si vous êtes profane à la matière, vous savez, il y a la connaissance académique, elle est là, c'est vrai. C'est comme si vous êtes un enseignant, vous pouvez faire d'autres études, vous êtes sorti d'une université d'Oxford, je ne sais pas encore de Californie, vous avez un bagage quand même intellectuel, des connaissances académiques. Mais comment transmettre cette connaissance? Il faudrait dans ce cas avoir des connaissances pédagogiques. Donc, c'est ça la différence. Vous pouvez être un bon cadre, vous êtes bien formé, mais l'administration, c'est autre chose. Je rejoins Sanso quand on parle de ruage. Il faut comprendre comment ça se passe. Ça, c'est en deuxièmement. Moi, je sais pas comment ça va. C'est vrai qu'il faut lutter contre ça. C'est le président qui doit taper du poing sur la table pour amener les uns et les autres à comprendre qu'ils sont obligés, ils sont condamnés à travailler ensemble pour avoir des résultats. Mais je me pose la question, comment cela va se faire et comment y parvenir? Parce que s'il faut dire, vous êtes obligés, vous êtes condamnés de travailler ensemble pour produire des résultats, c'est d'amener peut-être l'un à rapporter l'autre. Je veux dire, le directeur à rapporter le DGA, ou le directeur général adjoint à rapporter le DG. Et quand ça se passe comme ça, ça va. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quel mécanisme il faut mettre en place pour lutter contre ça. Moi, je pense que dès le départ, il fallait éviter de la manière dont on a décapité l'administration. C'est ça, l'erreur est partie de là. C'est la conséquence. Ce sont les conséquences que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'il faut dire au président, le président va dire qu'est-ce qu'il peut. C'est deux choses. Soit il vous dit, comme je viens de le dire, vous êtes obligés de travailler ensemble, ou l'autre chose, c'est de vous débarquer. Et si vous dites aux gars, travaillez ensemble, alors tout de suite là, vous les mettez dos à dos, l'un est obligé de dénoncer à un moment donné l'autre, et ça devient, et le problème commence à partir de là. Mais bien sûr. L'autre aspect, la question que je me pose est de savoir à quoi ça a servi, c'est-à-dire toutes ces sorties qu'on a faites, ces retraites dans les camps. On a commencé par les ministres, après les secrétaires généraux, après les chefs de cabinet, et ensuite les directeurs généraux. Et adjoints, on a dit c'était pour un peu les initier, créer l'harmonie, les initier, le savoir-vivre. Qu'est-ce que cela a servi? Alors si tout cela se passe et qu'on vive encore, continue à vivre encore ces genres de choses, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Je pense que tout est parti. Le départ, ça a été un faux pas, un gros faux pas pour les autorités de la transition. Oui, Baïla. Oui, je voudrais dire que la politisation de l'administration qu'a décrit Sanso n'est absolument pas exclusive des transitions militaires. Au contraire, je pense que je l'ai relevé. Au contraire, non, parce que tu as dit que c'était plus pendant les transitions. Là, on sort de 10 ans aussi d'un pouvoir. Et lorsqu'on me dit qu'on a décapité l'administration, moi je veux bien savoir si cette administration était efficace. Si elle était efficace aussi, on le saurait. On n'en serait pas là aujourd'hui. Non, sauf qu'on n'a pas enlevé les gens parce qu'ils ne sont pas compétents. On les a enlevés parce qu'ils étaient proches de l'ancien président. Parce qu'ils étaient là. La question, est-ce que l'ancienne administration était efficace? Oui, la réponse est non. Ah ouais? Ah ben oui. Ah, là, c'est extraordinaire. Je disais, peut-être qu'on va en parler avec notre invité tout à l'heure. Je me disais, c'est plutôt, il faut souhaiter que prochainement, il soit possible que certaines nominations stratégiques soient débattues en conseil des ministres. Parce que si c'est le président... Ou devant le Parlement. Ou devant le Parlement. Si c'est le président de la République seul, dans la discrétion, qui use de son pouvoir, comme on le dit souvent, qui décide de nommer les gens, ça peut être subjectif. Le pouvoir discrétionnaire ça peut être subjectif. Sur certains postes, c'est lui seul qui prend un engagement devant le peuple en prêtant serment. Oui, non, mais... Donc il va être le seul comptable après son mandat. C'est ce qu'on dit le plus souvent. Oui. Sans Sobari. Oui, non, mais... Vous êtes d'accord? Oui, je suis
suis d'accord. Mais je veux dire qu'on ne doit pas analyser ça que sous l'angle de celui qui va en être responsable. Il faut l'analyser aussi sous l'angle de l'impact pour les citoyens, pour le pays. Parce que l'administration est là pour résoudre les problèmes des administrés. Voilà, donc à un moment donné, par exemple, pour certains postes, ils peuvent même recevoir plusieurs postulants. Maintenant, tout ça est débattu à un certain niveau, ou en Conseil des ministres, ou bien, comme il l'a dit, devant le Parlement. Si les gens, sur un certain nombre de critères, sont sélectionnés, maintenant on transmet ça au président, c'est à lui dans ce cas de choisir. S'il décide de choisir le 5e au détriment par exemple du premier, dans ce cas, sa responsabilité, mais en tout cas, une instance extérieure se sera prononcée. Le regard d'une instance extérieure se sera prononcé. Pourrait être important par rapport à tout ça. Je pense que par exemple, ça peut être une innovation qu'on pourrait apporter dans le cadre de la prochaine magistrature, quoi. Oui, et c'est probablement ce que nous ne comprenons pas. J'apprends d'ailleurs que peut-être dans les prochaines heures, le FNDC devrait publier, faire une communication autour de l'ouverture de ce procès, parce que autant... Par le biais de son responsable stratégie et planification, très proactif, très rapide, Sékou Koundoulou. Sur les réseaux. Parce que non, pas que sur les réseaux. Ça va au-delà. Allez-y, oui. Dans les médias. Parce qu'au-delà de la question de la... Aussi bien dans les médias traditionnels que les médias de société. Dans le réseau. Et aussi sur le terrain. Bien entendu. Parce que... On ne peut pas dire qu'il n'est pas dynamique. Non, je n'ai pas dit le contraire. Vous reconsidérez votre position, puisqu'il écoute l'émission, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est un ami, je n'ai pas peur de dire. Je n'ai pas la langue dans ma poche. J'ai pas froid aux yeux, je dis ce que je pense. Parce que personnellement, vous l'avez dit, je n'ai pas notamment compris l'explication pour des raisons de sécurité qui a été avancée pour justifier que le procès se tienne désormais dans l'enceinte de la cour d'appel du côté de Kaloum, alors qu'initialement ça devait être au tribunal de première instance de Dixine, logiquement. Et puis, je n'ai pas... Il y a la question du caractère soudain de la programmation de tout ça. C'est-à-dire, c'est subitement aujourd'hui que tout le monde a appris que c'est demain que cela allait s'ouvrir. Je crois que c'est via une ordonnance signée. Est-ce que le voyage avorté de Ibrahima Diallo, avec tout le bruit que cela a résulté, n'a pas amené les autorités judiciaires tout de suite à programmer, ou tout au moins aller vers une instrumentalisation? Il y en a qui pensent que peut-être qu'on a voulu prendre peut-être des militants qui voudraient se mobiliser de court. C'est-à-dire, d'une part, il est plus facile de filtrer à partir peut-être du pont 8 novembre, vous savez, les motards et tout ça. Et à un moment donné, c'est facile visiblement de filtrer le passage. Et puis, puisque ça a été annoncé aujourd'hui et que c'est demain, peut-être que les gens n'auraient pas le temps de se préparer. Mais même si c'était ça, moi je dis que à la limite, ça montrerait un côté fébrile de la part des autorités. Sinon, je ne vois pas en quoi voilà, on mettrait en place un dispositif particulier pour la tenue de ce procès, d'autant que Fonike Mengue et ses camarades sont eux-mêmes pressés depuis longtemps d'avoir ce procès, avec l'espoir que enfin ils en termineraient avec la justice et recouvreraient définitivement leur liberté. Maintenant, on verra demain. Peut-être l'ultime explication éventuelle qu'on peut avoir, c'est de se dire, est-ce que ça ne cache pas peut-être une décision lourde qui pourrait tomber? Parce que pour moi, redouter même la mobilisation, c'est si jamais une décision devait être prononcée qui justifierait, je ne sais pas... Le retour éventuel en prison? Éventuellement, peut-être, je ne sais pas. C'est difficile, personnellement, j'ai difficile à envisager ça comme perspective. Mais si ce cas de figure arrivait à prospérer, est-ce que le dialogue politique, ou tout au moins le climat de décrispation qui avait commencé à naître, ne prendrait pas un coup? Oui, c'est déjà fait. Ça, il ne faut même pas dire, pas mettre au conditionnel, c'est déjà fait. Premièrement, quand on suit la chronologie des événements, il y a lieu de s'inquiéter. Vous savez, quand on les libérait, les informations qu'on avait reçues, on leur avait notifié qu'il n'y avait aucune charge qui était retenue contre eux et qu'ils étaient libres sans condition. C'est-à-dire,
Sans condition. Alors qu'en amont, d'abord, il y avait eu une première démarche comme quoi on voulait les libérer à condition qu'ils acceptent de ne plus, si vous voulez, être activistes, en tout cas de la fermer, de ne rien dire. C'est-à-dire de s'abstenir des émissions, de la partie, disons, de renoncer à leurs droits civiques, si je peux l'employer ainsi. Leur activisme. Leur activisme. Donc, ils ont opposé, si vous voulez, un non catégorique. Et on sait ce que ça a prévalu à l'époque. Il y a eu d'autres démarches. Cette fois-ci, on vient leur dire, vous êtes libres de vos mouvements. Et puis, aucune charge n'est désormais retenue contre vous. Alors, quand ils ont été libérés, quelques jours plus tard, on a vu quand même certains d'entre eux passer dans des émissions. C'est Ibrahim Diallo. Ibrahim Diallo est passé dans une émission. Oui, vous avez raison. Et Bilo également. Est passé dans cette émission. Et donc, oui. Je me dis que, est-ce que tacitement, au niveau des autorités, on se disait qu'après cette libération, peut-être qu'ils allaient rester calmes ou qu'ils ont eu à faire, si vous voulez, cette libération dans l'espoir de les voir, c'est-à-dire retirer de tout, silencieux sur l'ensemble des questions politiques, et qu'après, on voit les mêmes personnes tout de suite sortir de leur silence, se prononcer sans gants, dire les choses telles qu'elles sont, et exprimer leur volonté à continuer la lutte qu'ils ont commencé depuis très longtemps. Et donc, si après ces émissions-là encore, on empêche l'autre de sortir, et après, et après c'est un procès qu'on nous annonce. Il devrait se rendre à une rencontre du côté de Niamey. Et donc, c'est un procès qu'on nous annonce, et après, on nous parle d'une batterie de mesures pour sécuriser ce procès-là. Moi, je me dis que quelque part, il y a un truc qu'on ne nous dit pas. Est-ce que la sentence est déjà connue? C'est point d'interrogation. Est-ce que déjà il faut s'attendre à leur condamnation et puis encore plus sévère? Ça, on peut encore se poser ces questions-là. L'un dans l'autre, ça sous-entend quand même que le divorce, en tout cas en termes de médiation des religieux, ça risque d'être consommé. Parce que les forces vives ne comprendront pas cette démarche. Même les religieux qui ont été mis à contribution pour rapprocher les positions, pour dégonfler, décrisper un peu la situation, je me dis qu'on va les affaiblir. Ils seront affaiblis parce qu'ils nous ont dit que c'était un acquis. Cet acquis-là, on comptait, on mettait sur la balance pour demander aux acteurs des forces vives de revenir autour de la table. Que l'État, le gouvernement a montré sa bonne foi. Maintenant, si cet élément